Bonjour à tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique. Aujourd'hui, je casse les silos dans les directions juridiques, je libère du temps aux juristes. Bref, je transforme votre direction juridique en améliorant sa performance et son positionnement avec une approche basée sur l'humain et pas seulement sur les outils numériques. Chaque épisode est une véritable odyssée à travers les expériences et les défis de mes invités. Vous repartirez avec une mine d'informations précieuses, des conseils éclairés, des astuces percutantes et surtout une bonne dose d'inspiration professionnelle. Mes invités bousculent les codes. Alors c'est parti! Bonjour Loubna, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Très bien, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui, Tout droit tout simple. Et alors en plus, c'est une grande première parce qu'on est en vidéo et c'est une grande première parce qu'en général, je fais que de l'audio. Et avec toi, parce qu'en plus, on en avait parlé ensemble, tu m'as dit, mais non, mais ce serait une super idée, il faut faire une vidéo et petites capsules et tout. Je me suis dit, bon, je vais me lancer avec Loubna et puis on verra bien. Donc, écoute, un grand merci d'avoir accepté et je suis très contente de t'avoir, vraiment. Je suis très contente aussi et contente d'être la première à tester ce format et je suis sûre que ça va très bien marcher et que ça va donner des idées à d'autres personnes parce que c'est super important aussi de voir la personne qui parle. Ouais. Ça change un peu du podcast qu'on écoute. Donc là, on écoute et on voit aussi la personne derrière. Ouais. Parce que c'est vrai que le podcast, c'est super, mais c'est un média un peu froid. Parce qu'on n'entend que la voix, on ne voit pas la personne, donc c'est voilà. Écoute, c'est une première. On a un peu de temps devant nous, mais je voulais savoir déjà, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et spectateurs, et puis voilà, savoir un peu ton parcours, voilà, qui tu es en fait. C'est marrant parce que chaque fois qu'on pose la question en général qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on a toujours tendance à répondre par soit notre job et on se rend compte que le travail prend une grosse place dans notre vie, mais du coup j'aimerais bien dire que je suis une personne comme tout le monde, une maman avec un quotidien comme tout le monde, à courir partout. Voilà, on a couru toutes les deux d'ailleurs ce matin. Voilà, pour dédramatiser, j'ai couru depuis l'école pour être à l'heure pour le podcast, donc voilà. Vraiment une personne comme tout le monde et il faut dédramatiser parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un job de fou que qu'on n'est rien justement et ça j'insiste parce que l'authenticité aujourd'hui quand on se présente elle est super importante parce qu'on a tendance à toujours parler de choses bullshit, à toujours dire moi je fais ça, moi je fais ci, je suis dans le top management etc. Au final oui, et puis les réseaux sociaux facilitent quand même beaucoup cette prise de oui, position. Donc je suis une personne comme tout le monde, une maman qui essaie de gérer un quotidien entre le business et les enfants. Donc je suis à mon compte. Je suis juriste et RH à la base, donc de formation juriste. J'ai commencé par le droit public, quelque chose que pas. Ouais, c'est ça. On en avait discuté. C'était effectivement. T'as commencé par le droit de l'immigration, je crois. C'est ça? C'est ça. Alors, au départ, c'était du contentieux administratif, parce que j'aimais beaucoup ça, les recours pour excès de pouvoir. C'était vraiment mon dada. J'ai touché au droit des étrangers, droit d'asile dès le départ, au tout début de ma carrière, auprès de France Terre d'Asile, et c'était une très belle expérience parce que, en fait, c'était la première façon, pour moi en tout cas, de toucher le droit en parallèle à mes études. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. J'aurais pu faire un job alimentaire, il n'y a aucun souci à ça, mais je voulais vraiment trouver quelque chose à côté qui puisse me permettre d'apprendre et de pratiquer ce que j'apprends. Et en fait, quand on fait du droit public, surtout le droit public, vraiment matière que pas beaucoup de personnes aiment. Non, je confirme. On a tendance à parler droit privé en général, et puis il y a toujours cette dichotomie droit public, droit privé. Mais je vais en parler après parce que je me suis réconciliée aussi avec le droit privé. Et donc après ça, j'ai poursuivi en fait dans l'immigration professionnelle, immigration familiale, mobilité internationale un peu plus globale, qui touche aussi à tous les aspects, tout ce qui est aspect fiscal, aspect droit du travail aussi, la loi applicable en fonction du pays de signature du contrat, etc. etc. Donc c'était super intéressant. Après ça, bon, donc ça, tu le faisais en entreprise? Comment? Ça, tu le faisais en entreprise? Absolument. Absolument, tout ça c'était en tant que salarié, donc j'ai toujours été salariée et je suis à mon compte depuis peu, depuis 1 an à peu près. Ouais c'est ça, c'est depuis 1 an, depuis février de l'année dernière. Et donc après ça, après France Terre d'Asile, je suis allée vers l'enseignement aussi. J'ai enseigné en fac, j'étais chargée T. J'enseignais la méthode de la recherche juridique. C'était vraiment
assez particulier parce que je me rendais compte aussi que les étudiants ne savaient pas faire une vraie recherche. Comment on fait une recherche ciblée quand on cherche une jurisprudence, quand on cherche des infos dans toutes les bases de données juridiques, et il y en a plein. Droit international, il y en a plein. Et puis moi, j'étais vraiment focus droit international parce qu'ensuite, j'ai fait un master en droit international public. Et l'idée, c'était d'arriver vers un doctorat. Voilà, vers un doctorat pour travailler sur l'immigration. Et puis, le destin a fait que voilà, la personne qui devait être ma maîtresse de thèse, donc en fait, elle a dû être mutée et j'ai pas pu faire ce projet que je ne regrette pas du tout finalement parce que face à la précarité évidemment étudiante, etc. Et puis les doctorants, voilà, c'est un moment de solitude. C'est un vrai moment de solitude. On est seul face à nos recherches, à se questionner nous-mêmes. Puis comme c'est une thèse, ben personne n'a travaillé sur le sujet. Donc voilà, faut trouver des sujets connexes ou alors se débrouiller. Et j'ai apprécié ce moment de solitude aussi parce que c'est important. On se cherche, on se trouve. Après, voilà, il y a des choses. C'est vraiment du chemin parcouru entre soi, en tout cas. Et puis j'ai préparé le CRFPA, tout ça. Tout me prédestinait à devenir avocate. Et puis la veille, je me rappellerai toujours la veille, je reçois un mail de proposition d'un CDI dans la mobilité internationale. Et donc là, je me suis dit, go, tant pis. Je me suis dit go, parce que juste avant, je travaillais en cabinet et j'ai pas eu une très bonne expérience. C'était très difficile. Je vais pas dire que j'étais maltraitée, mais c'était pas ce que j'espérais, vraiment pas. Je pensais que j'allais kiffer ce que je faisais. En fait, non, j'étais vraiment... je faisais toutes les tâches reloues, en fait. Et j'apprenais pas grand-chose parce que je devais tout faire moi-même. Je me sentais pas formée. Je me suis formée par moi-même, mais je suis persuadée que si on m'avait fait monter en compétences, j'aurais été formée beaucoup plus et de manière beaucoup plus pertinente. Mais comme la personne, je pense, m'avait pris parce qu'elle n'avait pas le temps, elle n'avait pas le budget pour prendre plus de collab. Donc elle se dit, je vais juste prendre quelqu'un en contrat comme ça. Et j'ai quand même apprécié, parce qu'on apprécie aussi ces épreuves, malgré la difficulté. Et en fait, après, voilà, go dans le monde du salariat à fond, que j'ai pas quitté du tout jusqu'à que je vive une expérience assez douloureuse au travail, suite à un harcèlement, une mise au placard à mon retour de congé maternité, où là, le droit privé me tombait dessus, parce que moi, j'ai toujours fait droit des étrangers et tout ça. Et en fait, j'avais pas le choix. Clairement, j'avais pas le choix parce que je cherchais à comprendre cet acharnement qui se faisait sur moi. Et en cherchant à comprendre, je me rends compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis en congé mat, les gars, vous pouvez pas me faire ça. Enfin, vous pouvez pas venir chez moi, je suis en congé maternité. C'est une immixtion dans ma vie privée, enfin, des choses comme ça. Et au départ, c'est très traître parce que c'était aussi une ambiance un peu à la start-up, un peu à la cool. Et ce qui fait que quand on est un peu dans cet état d'esprit un peu friendly, tout ça, on a tendance à oublier les limites. Et sauf que moi, mon côté juriste, il a toujours été là. Et puis quand ça devient très difficile, voilà, j'ai dû en tout cas aller chercher les infos par moi-même, aller me former. Et c'est vraiment le terrain qui m'a formée en droit du travail. Aujourd'hui, tu fais vraiment du droit du travail, RH. Et quels sont les services que tu proposes? À qui tu t'adresses en fait? Que tu es à ton compte depuis un an. Alors aujourd'hui, je m'adresse à plusieurs cibles, on va dire. Je m'adresse aux entreprises, évidemment, pour mettre en place des process RH clairs et cadrés, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le RH, il est tiraillé aussi entre la direction, entre la productivité et la rentabilité, mais aussi il doit veiller au bien-être des salariés. Et donc, cette fonction, elle est tellement... tiraillée dans tous les sens, qu'on n'a qu'à lire sur LinkedIn certains posts, comment ils crachent sur les RH. Et moi, ayant été RH, je me dis, c'est pas possible, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. Quand on est de l'autre côté, c'est très difficile. Parce que en fait, on n'a pas le temps de se former, on n'a pas le temps de prendre soin des gens, on n'a pas le temps de garder le lien lorsque des personnes sont pas très bien au travail, on n'a pas le temps de détecter ces situations. Et puis, ce qu'on doit faire, c'est vraiment veiller aux obligations les plus, on va dire, les plus risquées, c'est-à-dire les contrats de travail, les sorties, les entrées, les licenciements, etc. Et en fait, avoir eu ce côté terrain
m'a donné envie en fait de former les RH, de leur donner plus de tips, de conseils. Et c'est ce qui a fait aussi ma double casquette juriste et RH, c'est-à-dire que mon côté humain, il a toujours été là, mon côté avenante, accessible, etc. Vraiment côté pratico-pratique terrain. Mais il y avait aussi mon côté juriste qui intervenait lorsqu'il fallait, parce qu'il fallait cadrer les choses, parce que ça partait dans tous les sens et que il faut mettre un cadre à tout ça, mais de manière vraiment bienveillante et surtout de manière pertinente. Parce que si en face on n'explique pas aux salariés pourquoi il y a tel cadre, si on n'explique pas le règlement intérieur, par exemple, c'est juste un exemple tout bête, si on n'explique pas le règlement intérieur, qu'on n'explique pas pourquoi l'alcool est limité pendant certains événements, etc., ou pourquoi l'alcool est tout à fait interdit. Et puis on peut très bien fêter, on peut s'amuser entre collègues, on peut faire des séminaires, on peut faire des moments d'équipe, des rituels d'équipe, etc., mais qui se passent très bien, mais il faut cadrer les choses. Et en fait, c'est vraiment, j'ai enlevé ce côté relou du juriste. C'est-à-dire qu'on me voyait pas du tout comme une relou juriste qui venait dire ah coucou, arrêtez de faire n'importe quoi, c'est illégal. Non, j'ai adopté une posture vraiment terrain et pratique, c'est-à-dire que voici ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on risque ça, 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 mais on peut faire ça et voilà, il faut veiller à se protéger aussi. Quand on est salarié, on veille à la santé et sécurité au travail donc de tout le monde. Pardon, quand on est employeur, je veux dire. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui paraissent reloues que moi, j'ai vraiment pris plaisir à transmettre. Et je les transmettais de manière aussi assez vulgarisée, c'est-à-dire à travers des contenus, à travers... j'enlevais les pavés. Moi, j'ai horreur de lire des pavés. Alors, quand je vais sur Lifrance, désolée hein, s'il y a des gens de Lifrance qui regardaient ça, mais quand j'allais sur Lifrance, moi, c'était pas possible. Les renvois à tel article, tout ce qui est prévu dans cet article, allez voir l'autre article. Et c'est pas possible. Je me suis dit, mais impossible de comprendre ça. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce qu'on la rend accessible, cette loi? Je crois pas. Oui, elle est compliquée. Pour l'instant, c'est quand même que accessible pour les juristes, mais alors qu'effectivement les citoyens devraient comprendre leurs devoirs et leurs obligations. Donc, t'as raison. Et comment tu définirais ta philosophie? C'est tellement ça. Ouais, en matière, justement, en matière RH, droit du travail, toi, t'as une vraie philosophie. C'est quoi ta philosophie? Parce que oui, alors, tes côtés, enfin, tu conseilles les entreprises, et est-ce que tu conseilles aussi les salariés, je crois? Alors, les salariés, ça va pas être, ce n'est pas du droit du travail, c'est quelque chose de global, c'est un accompagnement global pour prendre en main sa carrière. Quand on est salarié, en général, on arrive dans une entreprise, moi-même, hein, en tant que juriste, et j'ai honte de dire ça, mais je le dis quand même. Donc là, tu es plus dans le côté RH, quoi. RH humain, c'est ça. Côté salarié. Absolument. Et moi, en tant que, quand j'étais, mon premier contrat, hein, alors que j'étais juriste, je l'ai même pas lu. La honte, hein. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte quand on est juriste. Je ne l'ai pas lu. Et je voulais juste sortir de la précarité. J'ai signé et je me suis dit, go, voilà, je vais pouvoir avoir un salaire voilà, stable. Et je ne me voyais pas faire les plusieurs mois à l'école d'avocat et me dire, je vais être encore là à chercher PPI, chercher tout ça. Enfin bref. Donc je me suis dit, allez, go. Et je ne l'ai pas lu. Et en fait, je me rends compte que sur le terrain, les salariés ne lisent rien du tout. Ils ne lisent pas et on ne leur donne pas envie de lire. Et quand des salariés revenaient vers moi, ils me disaient Luna, je comprends pas, sur mon contrat, c'est écrit ça. Et que je me rends compte que sur le contrat, c'était une clause qui a été pompée sur Internet et qui n'a rien à voir avec les réalités de l'entreprise. Je me dis, OK, comment on veut que les salariés comprennent leurs droits? Et donc, c'est vraiment une question d'accompagnement global, une posture de pour responsabiliser aussi le salarié, c'est-à-dire que il va aller postuler à une offre, par exemple. Quels sont les red flags, quels sont les tips en fait et les réflexes à adopter dès le départ, comment je négocie mon salaire, comment je reconnais ma juste valeur, comment je mets en place ma fourchette de négociation. Rien que ça, c'est tout bête. Je vais pas arriver en disant oui, mais dans mon domaine, ils pratiquent du 60K annuel, alors que j'ai pas été chercher qu'est-ce que moi je vais proposer comme expertise, là où ils auraient besoin de moi et là où j'aurais besoin de monter en compétences. C'est là où c'est côté salarié, donc B2C, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global, de l'accompagnement de carrière, de la gestion de carrière en fait, c'est ça? Absolument. Absolument, c'est de l'accompagnement de carrière, mais vraiment teinté de pas mal de tips en fait de juriste. Vraiment, c'est ma casquette de juriste qui intervient parce que je dis là, quand vous postulez, faites un tableau de suivi de vos candidatures, essayez de regarder l'émission, histoire de voir ensuite s'il n'y a pas de fiche de poste, est-ce que c'est conforme à ce qu'on m'a vendu au départ? Déjà rien que ça. Éviter les frustrations, les déceptions.
Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement B2C côté salarié. D'accord. Et donc ta philosophie, toi, c'est vraiment d'abord l'accompagnement des salariés point de vue RH et ensuite les entreprises, c'est ça, tes services en fait. C'est pas une philosophie, c'est tes services. Alors, je fais des deux, c'est vraiment, je dirais que c'est du 50-50. Alors, beaucoup plus entreprise quand même, parce que ça prend plus de temps pour les process à mettre en place. Mais ce qui est intéressant en entreprise, c'est que c'est pas que des process RH, c'est pas que, par exemple, comment mettre en place une vraie stratégie de recrutement inclusif, qu'est-ce que l'inclusion, la diversité, etc. Parce que, vraiment, pour moi, c'est des termes bullshit, hein. Enfin, je suis authentique. J'ai prévenu Delphine, là, si vous regardez, que je suis authentique et que je vais dire la vérité. Je vais pas vraiment, je vais pas cacher tout ça. On voit beaucoup en vitrine les termes diversité, inclusion, oui, handicap, handi-friendly, etc., etc. Par exemple, je prends l'exemple de l'handicap. L'handicap, par exemple, en interne, dans les entreprises, c'est pas maîtrisé. Comment vous favorisez l'inclusion de ces personnes-là? Et en fait, c'est des stratégies. Il n'y a pas de... Pour moi, stratégie, c'est pas péjoratif, c'est vraiment un plan d'action, une stratégie de comment j'inclus toutes les personnes différentes dans mon entreprise, comment je fais en sorte que mon entreprise soit accueillante et qu'il y ait un bien-être au travail. Et on revient toujours on parle toujours, quand on me vient vers moi au départ, on me dit oui, j'aimerais bien mettre en place une stratégie de QVCT, qualité de vie, conditions de travail, etc. Il me parle, alors c'est trop drôle, parce qu'il me parle de toutes ces choses annexes, mais jamais de la base. Je dis, ok, vous avez un plan de formation, ce qu'on appelle le career path, et je me dis, est-ce que vous avez quelque chose pour les monter en compétences, un catalogue d'évolution? Comment vous faites quand vos salariés arrivent? Qu'est-ce que vous leur proposez? Et puis, formation, et puis la base, est-ce que vous respectez leurs droits? Est-ce que vous évaluez la charge de travail? Ça arrive souvent chez les cadres. Oui, mais ils sont cadres, ils gèrent comme ils veulent. Ah ouais, mais la charge de travail doit quand même être mesurée, en fait. Enfin, il y a eu plusieurs jurisprudences qui ont montré que cadre n'empêche pas d'avoir une charge de travail énorme et n'empêche pas l'employeur, justement, de la mesurer. Et en fait, rien du tout. Et on oublie, en fait, on va parler de toutes ces choses annexes, mais jamais dans le fond. Et le fond, mais c'est très simple. Je comprends pas pourquoi les gens, ils payent pour ça, mais c'est pas grave. Je veux dire, le fond, c'est quoi? Mais la base, le droit du travail. La base. C'est le droit du travail, les droits élémentaires du salarié quand il arrive dans une entreprise. Est-ce que tu lui as mis à dispo sa convention collective? Est-ce que tu lui as expliqué le règlement intérieur? Alors, il y a aussi autre chose. On n'a pas le temps sur le terrain. On n'a pas le temps. Quand on est RH, surtout si on est le seul RH, par exemple, de l'entreprise, on n'a pas le temps. Je comprends. Mais si, avant de grossir, avant d'être en hyper-croissance, on mettait en place tous ces process, c'est-à-dire que tu vas mettre en tant que dirigeant, tu vas mettre tous tes process, tu vas objectiver par écrit, tu vas faire des documents, tu vas avoir une bibliothèque de ressources. Tu as juste à la porter à la connaissance du salarié. Si elle est claire et accessible, tu la portes à sa connaissance et c'est fait. Et l'obligation est done en fait. Mais si on attend d'avoir plus de 50 salariés et avec toutes les obligations légales qui vont arriver, c'est sûr qu'il faut recruter du monde pour gérer tout ça. Beaucoup plus compliqué, ouais. Et quels sont les défis, toi, les plus courants que tu rencontres, que rencontrent les employeurs avec le droit du travail? Comment tu les aides à surmonter ça? Mais c'est quoi ce qui revient le plus, en fait? Là, on a parlé du handicap, mais c'est peut-être pas ce qui revient en premier, je sais pas. Non, ce qui revient le plus, c'est d'être à l'affût de l'actualité, de pas zapper des nouvelles choses, de se mettre en conformité. Je prends l'exemple de la loi sur les congés payés, là. Juste mettre mon vidéo comme ça va être plus simple. La loi sur les congés payés. Alors là, ils sont tous excités parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est horrible. J'imagine même pas les entreprises qui n'ont pas fait de provision, par exemple. Toutes ces années, rétroactives depuis 2009, quand on a un salarié qui est là depuis 20 ans, 25 ans, c'est clair que ça va faire mal. Et en fait, ils ont du mal à rester à l'affût de l'actualité parce que clairement, la veille sociale est très difficile à faire aujourd'hui, je trouve, quand on ne connaît pas les subtilités, les rouages du langage, du jargon. Et justement, moi, mon côté, c'est vraiment pas de jargon. C'est-à-dire que quand un employeur me contacte, il n'y a pas de jargon. Je vais parler comme je te parle actuellement, tu vois. Ça sert à rien de faire genre, ça sert à rien de parler en termes pompeux, tout ça. Vraiment, on n'est pas dans une disserte, on n'est pas dans une plaidoirie. Même en plaidoirie, on fait plus ça maintenant. Enfin, clairement, je veux dire, c'est juste rendre accessible quelque chose qui leur paraît vraiment difficile, qui leur paraît complexe. Et juste ça, juste adapter le langage par rapport à sa cible est très important.
Et ça me fait, aller vers une transition parce que je propose aussi un accompagnement en com aux avocats. Et en fait, les avocats, c'est marrant parce que entre juristes, on se comprend, mais les avocats rencontrent aussi ce problème. Oui. Mais c'est le côté inverse, c'est-à-dire que l'avocat, en général, il a une expertise, il est excellent dans son domaine, etc. Mais il va avoir du mal à transmettre cette expertise. Il va utiliser des termes que sa cible ne comprend pas forcément. Et c'est pas parce qu'on va travailler avec des directions RH, on va travailler avec des entreprises qui ont plusieurs personnes formées ou peut-être qui ont des directions juridiques qu'il faut pas adapter son langage. Et l'avocat aujourd'hui, vraiment, il peut pas se permettre de ne pas vulgariser son expertise. Il faut la vulgariser, il faut expliquer, il faut adapter le langage. Et puis, tout bête, hein, il faut avoir un vrai parcours client. Je trouve que le customer care dans les cabinets, il est vraiment délaissé. Et c'est pas juste venir signer la convention d'honoraires et puis suivre l'affaire, c'est pas que ça. C'est comment je prends en charge mon client, comment je lui montre la chronologie de son affaire, où est-ce qu'on va aller. Il faut avoir un plan d'action en mode je sais d'où on part et tu vas voir où est-ce qu'on va arriver. Alors je ne te promets rien sur les résultats évidemment, mais voici ce qu'il est possible de faire. Et ça, il suffit juste de mettre en place une documentation claire ou avec sa charte graphique, avec ses visuels, et ça y est. Il n'y a pas besoin de passer 2 heures avec le client. On lui transmet. Ben oui, c'est facile. Mais on n'a pas le temps. On est tout le temps. Non, mais quand c'est comme ça, c'est facile. Encore faut-il le faire. Mais on est tout le temps là à dire on n'a pas le temps. Évidemment, le temps, c'est une ressource très précieuse. Le temps ne s'achète pas, ou alors quand il s'achète, il coûte cher. Mais faisons ça dès le départ. Mettons ça en place dès le départ, surtout les avocats qui sont seuls, les avocats individuels, mais je recommande fortement de le faire dès maintenant. Une fois qu'ils vont recruter, une fois qu'ils vont être vraiment dans les dossiers, et encore pire ceux qui font du contentieux et pas du conseil, vraiment, il faut le faire. Il faut mettre en place une vraie stratégie de communication et de relation client dès le départ. Ouais. Et ça c'est un accompagnement que je fais avec des avocats, qu'avec des avocats. Oui, absolument, qu'avec des avocats, que des avocats, parce que en fait, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage en fait d'avoir une belle expertise et de ne pas la valoriser, et d'avoir des clients et ne pas les valoriser non plus. Mais tu pourrais aussi le proposer à des juristes en entreprise. Bien sûr, bien sûr. Absolument. En fait, parce que la communication, la communication des juristes. Alors pour les avocats, elle paraît peut-être plus évidente, mais pour les juristes en entreprise, elle est aussi super importante avec les clients internes. Alors, donc, tu as parlé de la communication et tu as aussi une hotline qui s'appelle Better Call Lumna. Tu peux nous en parler ? Ça existe toujours, je suppose. Oui, alors Better Call Lumna, ça je l'ai mis en place il y a quelques temps à peu près, parce qu'il y a un client qui, quand il a fait appel à moi, il n'avait pas le budget pour un accompagnement global, et donc il m'a dit franchement, moi j'aimerais juste pouvoir t'appeler en fait quand j'ai des questions, m'aider sur tel ou tel conflit que j'ai, j'arrive pas à avoir une posture de dirigeant par exemple sur telle ou telle histoire, et voilà, il m'a dit moi c'est quelque chose que je veux, comme ça, je veux juste ça. Il m'a dit j'ai pas les moyens. Et en fait, je lui ai proposé ça. Je lui ai dit, mais on va mettre en place une hotline. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un crédit d'heures au mois. Et tu vas m'appeler. Et puis, je compte. J'ai un logiciel pour compter les heures ou les minutes, etc. Et je lui ai dit, t'as un compteur par mois. Tu m'appelles, je note et tout. Je te fais un petit récap par écrit après. Et voilà. Et c'est vrai que ça permet aussi de s'adapter à plusieurs entreprises, s'adapter aux petites entreprises qui n'ont pas forcément le budget ou qui n'ont pas encore réalisé. Je pense que c'est plutôt ça, qui n'ont pas encore réalisé que le juridique est important. Parce qu'on parle, il faut scaler, il faut être rentable, il faut faire du chiffre. Mais pour faire du chiffre, si tu n'es pas sécurisé, tu vas le perdre, ton chiffre, à un moment donné. Parce que soit tu vas te taper un prud'homme, soit tu vas te taper un litige commercial avec des prestataires, etc. Et ça, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé quand on est en entreprise, et comme ils ont, et je comprends, je suis entrepreneur aussi, j'ai la vision des chiffres aussi, on parle chiffres, et on oublie la sécurité juridique. Et donc, ça permettait de pallier à ça, le fait que certains ne comprenaient pas l'intérêt d'avoir un accompagnement RH, juridique global dans leur entreprise, et donc peut-être qu'ils sauteront le pas après, mais en attendant, ils ont la ligne Better Call Lumna, voilà. Et est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent ou régulièrement sur cette hotline, ou c'est très varié selon les entrepreneurs, les entreprises, ou c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent? En fait, c'est pas du tout les mêmes questions qui reviennent, mais il y a quelque chose d'assez commun.
c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher une info, ils vont trouver une info sur Internet. Ils vont trouver des infos qu'ils vont voir passer sur LinkedIn. Et puis, ils vont être là en panique. Ah, j'ai vu que, par exemple, le CPF, la prise en charge de 100 euros, par exemple, le ticket modérateur de 100 euros pour les salariés, à partir de là, au mois de mai. Ouais, et donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit... Ah, c'est la panique, mes salariés, ils vont pas pouvoir payer 100 euros à chaque tranche de 1000 euros et tout. Je fais, mais t'as vu ça où? C'est pas possible, c'est pas 100 euros par tranche de 1000 euros, c'est 100 euros tout court, peu importe le prix en fait de l'information, de l'action en formation. Et donc ça, c'est symptomatique parce que je me rends compte qu'ils vont aller piocher des infos qui ne sont pas forcément sourcées. Et il est là le danger aujourd'hui quand on communique aussi sur les réseaux, c'est que ne pas avoir d'informations sourcées. On peut faire des beaux visuels, on peut faire des belles infographies, on peut faire des beaux posts sur LinkedIn, etc. On peut avoir une newsletter qui claque. Mais par contre, si l'info, elle n'est pas sourcée, et c'est contre-productif et c'est très dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce réflexe et qui n'ont pas du tout envie d'aller sur Légifrance, parce que Légifrance, pour nous, c'est un réflexe, mais pour eux, pas du tout. Ils vont aller regarder sur Internet, ils vont juste sur Google taper leurs questions, ils prennent ce qu'ils ont en premier. Et souvent, c'est des sites qui sont sponsorisés. Donc, il y a tout ce qui est ads derrière, etc. Et donc, ils vont cliquer dessus, ils vont avoir leur réponse. Et j'ai eu quelqu'un qui m'avait dit, oui, c'est foutu. J'ai vu que le délai pour une action au prud'homme suite à une rupture de contrat de travail, c'était 24 mois. Et du coup, je lui dis, ah mais non, pas du tout, c'est 12 mois après la rupture. Et donc, il me dit, non, mais attendez, j'ai ça sur ce site. Donc, il m'envoie le site. Et effectivement, et je pense qu'il y a une erreur, peut-être qu'ils ont fait une erreur, l'erreur est humaine évidemment, mais ça n'a pas été corrigé, ou alors on ne leur a pas remonté. Et donc, c'est un site qui s'affiche en premier sur Google. Ouais, ça s'affiche en premier sur Google. Et ils ont mis l'article, donc c'est là où je pense que l'erreur est humaine et que vraiment, ils n'ont pas fait exprès. Ils ont mis l'article, donc... il n'y a pas de lien, donc on ne peut pas cliquer sur l'article pour aller voir, ça ne dirige pas vers le lien. Mais qui va avoir le temps? Moi, j'ai été RH, je n'irai jamais cliquer sur l'article, il est bon. Moi, je veux juste... L'article, il est bon. Ouais, mais encore faut-il aller voir quoi. Et c'est ça. Et c'est très dur parce que c'est vraiment, je trouve, ce qui revient le plus souvent, c'est le manque d'informations sourcées, tout simplement. Qui croire? Oui, mais l'autre, il a une interprétation comme ça. D'autres, et aujourd'hui, comme la parole est assez libérée sur LinkedIn, tout le monde parle de tout et n'importe quoi. Et c'est là où c'est dangereux. Je trouve que juridiquement, en tant que juriste, avocat, en tout cas professionnel du droit, on a une responsabilité aussi. On a une éthique à tenir. Et l'éthique, c'est aussi quand on donne son avis, on le dit, pour pas que les gens pensent que c'est la loi. Il faut, quand on veut donner un avis, et tout le monde a des avis sur tout, et ça c'est ok, il n'y a pas de problème, on a nos opinions, mais dans ce cas-là, il faut le mentionner dans le post que là, je vais donner mon avis. On ne peut pas arriver et dire la loi dit ça, nanana, alors qu'une personne qui ne connaît pas le jargon juridique va passer par là et va dire à ses salariés, voici la nouvelle loi. C'est pas possible en fait. Et on a une éthique à respecter, une responsabilité. Et je trouve que pendant les études de droit, on ne nous responsabilise pas assez sur ça. Et on devrait le faire maintenant. Et je trouve que les écoles, en tout cas là ça commence, actuellement j'ai un projet pour une école qui a des cours de droit, de proposer tout cet aspect un peu réseaux sociaux, communication, etc. On devrait enseigner à tous les professionnels du droit, juristes en devenir, vraiment cet aspect réseaux sociaux, cet aspect présence en ligne et information sourcée, responsabilité, éthique. C'est vraiment la base en fait du métier. Ouais. Et alors pour les salariés, eux qui cherchent à mieux comprendre leurs droits, parce qu'on a vu que c'était quand même pas très simple. Enfin, en tout cas, au droit du travail, c'est quand même pas simple. Hein. C'est quoi le premier conseil que tu leur donnes, généralement, quand ils viennent te voir? Alors, quand on me demande où trouver les infos juridiques, je dis toujours ne faites pas confiance à Google, mais en même temps, allez sur Google, mais il faut avoir des sites en tête. C'est-à-dire qu'en général, ce que je conseille en premier, c'est le Code du travail numérique. C'est un site que je trouve qui est bien fait, même si évidemment imperfectible, parce qu'ils ont fait un effort sur l'aspect visuel. Et ils ont mis les références, en fait. C'est là où c'est important. Ça reste donc un site du service public qui est accessible à tout le monde. Et donc, ils mettent les références en dessous. Et j'invite vraiment tous les salariés ou toutes les personnes qui cherchent des infos à aller chercher les références, à aller regarder la source. Si dans un article, il n'y a pas la source, il faut se poser des questions.
Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que potentiellement, c'est vrai et potentiellement c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude. Et face à l'incertitude, c'est la référence qu'il faut. Donc je leur demande toujours d'aller voir une info sourcée, de vérifier, de demander, de regarder sur LinkedIn. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me demander des infos vite fait. Quand j'ai le temps, je réponds rapidement par message. Je dis oui, effectivement, il y a un article, j'envoie le lien de l'article, voilà. Mais je fais pas, évidemment, je fais pas de conseils. Et c'est là où les avocats devraient intervenir. C'est-à-dire que les avocats doivent innover aussi sur ce terrain-là. Ils sont un peu... Je trouve que malheureusement, et c'est là où on est vraiment en retard par rapport à la culture anglo-saxonne, on est trop sur la retenue en France. On se retient trop, on n'ose pas être soi-même quand on est juriste ou avocat, on a peur, on a une certaine posture, on a l'impression qu'on a une posture à garder, à adopter, mais pas du tout. On peut être professionnel, éthique, et on peut être soi-même et authentique. Aujourd'hui, l'avocat, je trouve qu'il se retient beaucoup trop. Go, il faut aller dans le fond des choses, il faut parler, donner... Non, mais vraiment, soyez vous-même. Et c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'une audience va aimer le contenu d'un avocat. Tu as une communauté LinkedIn qui est énorme. Je crois que tu es à 23 000 abonnés, 25 000, enfin je ne sais plus combien. Mais et effectivement, tu fais aussi beaucoup de ce qu'on appelle le legal design, mais en tout cas de pédagogie, de communication visuelle claire. Comment tu t'assures justement que ces visuels, ces infographies que tu crées restent fidèles à la complexité du droit du travail? Parce que c'est quand même un sujet qui est complexe. Enfin, toi, tu trouves ça peut-être simple, mais c'est pas simple du tout pour le commun des mortels. Comment tu fais pour rester fidèle à ça et en même temps être compréhensible et clair? D'ailleurs, je vous invite à aller voir les infographies de Luna parce que c'est vraiment incroyable. Donc, allez sur LinkedIn et allez voir ces infographies. C'est vraiment super bien fait. Donc, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Comment rester fidèle à ça? Alors c'est simple, je vais toujours me placer, et je pense que c'est mon côté RH et terrain qui fait ça. En fait, je vais toujours me placer côté terrain. J'ai vécu en fait en tant que RH, j'ai vu qu'on n'a pas le temps, d'aller dans les détails, mais je sais cibler l'info. Qu'est-ce qui va avoir un impact sur la relation de travail? Et donc, c'est ça qui va me guider, en fait, quand je crée quelque chose. Alors, mes créations, moi, je suis pas du tout organisée en termes de création. Moi, je vais avoir une idée à 2h du mat, je vais la noter sur mon téléphone le lendemain. Je vais me lever, si j'ai un petit peu de temps, je vais commencer à créer. C'est comme ça. Vraiment, je suis pas du tout le mythe de la productivité. Il faut se lever tôt, prendre une douche froide et tout. Moi, je suis pas du tout. Ok, alors je me lève tôt, mais pas pour faire ça. Je me lève tôt pour me poser, méditer, etc. Mais pas pour faire ça. Mais par contre, ce que je vais faire quand je vais commencer à créer, c'est simple. Je vais aller à la source, toujours. Donc, je vais aller regarder je vais prendre une jurisprudence. Là, par exemple, la loi sur les congés payés, qui est très complexe parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions sur le terrain. Donc, j'ai suivi depuis le départ donc l'amendement. J'avais fait des infographies sur l'amendement. Et justement, pour pas perdre les lecteurs et l'audience, donc je précise que c'était un amendement, en fait. Ce qui veut dire que l'amendement n'est pas la loi. Et donc, on éduque comme ça. Il faut le dire, il faut l'objectiver par écrit. Toujours le mettre par écrit en évidence sur le poste pour dire c'est un amendement. Ça ne veut pas dire que c'est applicable. Encore, ce n'est pas en vigueur. Et donc, à chaque fois, redire la même chose. Il faut répéter d'une autre manière. Et donc, proposer différents contenus. Donc, je vais avoir l'infographie avec des couleurs qui me sont propres parce que j'adore ces couleurs. Et donc, je vais essayer de les rendre accessibles en évitant de mettre des articles sur les infographies, en évitant de mettre des phrases composées, en évitant des pavés dans la légende des posts. Et à chaque fois, d'être la plus simple, la plus claire et efficace. Et donc, ça, c'est challengeant au quotidien parce que quand on me pose des questions après en commentaire, je les prends en compte parce que des fois, je me dis, ça se trouve, ce que j'ai écrit n'est pas clair pour tout le monde. Et donc, je vais adapter la prochaine fois par rapport à la communauté qui me suit. Et donc, pour rester fidèle au droit du travail qui est quand même assez complexe, il faut y aller étape par étape. On ne peut pas arriver et parler d'une exception. Pas du tout. Il faut partir de la base et à partir de la base, voir ce qui n'est pas compris sur le terrain. Et c'est là où je te disais dès le départ, c'est que c'est mon côté terrain aussi qui fait que c'est très bien reçu comme information, c'est que je vais aller à l'essentiel. Et donc pour les congés payés par exemple, je savais que ce qui allait être beaucoup plus difficile, c'est l'application. Donc, qu'est-ce que j'applique? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que j'ai combien de congés payés? Mes salariés, je fais comment? La rétroactivité, à partir de quand? Depuis quand? Comment faire? Et les délais de prescription et forclusion. J'allais pas arriver en disant vous avez un délai de forclusion de nana. Et puis en plus, il faut expliquer la différence entre forclusion et prescription. Ouais. Ah là, on les a perdus. Si on fait ça, on a perdu tout le monde. Et donc, il faut aller au plus simple.
représenter par des schémas et se mettre dans la peau de la personne qui va lire. Et se mettre dans la peau de la personne qui va lire, c'est imaginer en fait comment elle voit les choses. Elle voit les choses sous une chronologie. Elle voit les choses en mode ouais mais 2009, moi j'étais salariée, j'ai quitté 2011, je fais quoi? Et en fait partir de ça. Que du concret, que du concret, que du concret. Ça ne sert à rien. Je vois plein de postes d'avocats, par exemple, passer. Je trouve ça dommage parce que l'information, elle est importante et ils parlent de sujets intéressants. Mais c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à percevoir ce côté terrain, percevoir ce côté pratique. C'est-à-dire que moi, on m'a déjà transféré des visuels de certains avocats, des DRH notamment qui me suivent et qui me disent est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? J'ai pas trop bien compris. Et moi, j'ai compris ce que dit l'avocat. Parce que voilà, je suis du domaine et je vois ce qu'il veut dire. Mais ce qui est dommage, c'est que son visuel, qui à la base devait rendre accessible quelque chose. Ouais, elle n'est pas atteinte. En fait, voilà, c'est soit on parle entre nous, soit on parle entre juristes, et là, c'est OK. Voilà. Moi, quand je travaille avec mes avocats, je connais très bien leur quotidien. Mais tu parce sais, que j'en parlais de conclusion. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais en cabinet, et ça, je l'avais vu aussi, c'est vrai que quand on est en cabinet, qu'on est avocat, on ne parle finalement qu'entre juristes, hein, parce qu'on parle à des confrères ou on parle à des juristes d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a. Alors oui, on va me dire oui, mais il y a les clients. Oui, mais quand on est, ça c'est au niveau des associés. Mais quand on est au niveau junior, nos interlocuteurs, c'est pas les clients, c'est pas le terrain en fait. Hein. Donc c'est pas facile. C'est vrai d'avoir ce côté terrain dès le début. C'est vraiment pas facile. Absolument. Et c'est là où c'est important aussi. Je pense qu'il faut repenser aussi un peu les études de droit. On garde, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites dans les études de droit, mais vraiment navré, mais on est en retard sur la pratique. On est en retard. Comment se fait-il qu'on se tape, par exemple, 600, 7 ans d'études théoriques, et encore, on a peut-être fait des stages l'été, on a travaillé, on a fait des choses, et arrivé, ça y est, je suis opérationnelle dans le monde du travail. Mais pas du tout. Et c'est pour ça qu'on va se heurter à ça. C'est-à-dire que un RH, je vais prendre dans une direction RH, il va y avoir des recruteurs. Le recruteur, quand il va recruter, évidemment, il a des critères. J'ai recruté, j'ai vu les juristes comment ils sont en entretien. Et malheureusement, ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas, ils parlent jargon. Et c'est ce conditionnement-là qui est difficile parce que on a été conditionné pendant toutes nos études à parler jargon, à être entre nous, à dire que oui, la connaissance est importante. Nous sommes l'élite, mais pas du tout. Alors oui, c'est très bien d'avoir fait des études, etc. On a un savoir-faire qui est énorme, mais par contre, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie en entreprise, il va falloir aller expliquer à ta collègue Séverine de la compta ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ces contrats de travail? Qu'est-ce que c'est que ces heures sup? Comment tu as fait? Les frais professionnels? Est-ce que c'est un avantage en nature? Est-ce que c'est un frais pro? Etc., etc. Et pour comprendre et pour justement être dans le monde du travail et bien transmettre son expertise, il faut adapter son langage. Vraiment. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai des personnes qui me suivent et qui me disent, qui me transfèrent des postes d'avocat en me disant j'ai pas compris. Et je me dis c'est tellement dommage parce que l'avocat, je pense qu'il avait une belle intention derrière, il voulait parler d'un truc super important. C'est dommage qu'au lieu de recevoir l'info et de dire ah j'ai compris, il soit obligé d'aller demander à quelqu'un d'autre sur quelque chose qui a déjà été soi-disant vulgarisé. C'est dommage. Et je pense que ça va arriver, mais il faut bousculer les codes. Il faut vraiment bousculer les codes juridiques. Là, on n'a plus le temps. On est très en retard. La pratique du legal design se démocratise un petit peu aussi, mais bon, oui, c'est pas encore. D'abord, c'est pas enseigné, et puis c'est pas encore adapté à tous. Tout le monde, et puis tout le monde n'est pas réceptif à ces méthodes. Hein. Il y a aussi des avocats ou des juristes qui n'ont pas envie d'apprendre ça. Donc ça aussi, hein, ça existe. Donc voilà. Le legal design, je trouve ça super important. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que le legal design? Finalement, je veux dire, une création d'une personne à une autre va être différente. Le legal design, c'est aussi un état d'esprit, en fait. C'est un mindset à avoir et de se dire, je transmets quelque chose de clair. Oui, c'est du langage compréhensible. Ouais. Voilà. C'est pas forcément donc couleur, c'est pas forcément depuis... Ouais, non, mais exactement. C'est rendre compréhensible et clair le langage juridique qui est au départ un peu abscon et complexe, on va dire comme ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que tu fais au quotidien. Clairement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet qui s'appelle la fabrique juridique?
T'as un projet qui s'appelle comme ça, non? Alors, c'est une belle transition parce que... Absolument. C'est une belle transition parce que la fabrique juridique, je l'ai mise en place pour pallier à ça. En entreprise, ce que je propose, c'est par exemple, voilà, j'ai un client qui me parle de tel ou tel document. Ils ont un accord, par exemple, de branche ou un accord d'entreprise. Et donc, il va me dire, oui, mais j'ai transmis l'accord à mes salariés, ils comprennent pas, ils lisent pas. Et là, mon rôle, c'est de lui proposer une version de l'accord qui n'a rien à voir. Une version totalement designée, totalement avec des visuels, des schémas, des chronologies, des checklists, un format beaucoup plus accessible pour ses salariés et accessible aussi par rapport au domaine. C'est-à-dire que si je vais avoir un employeur dans le BTP, ça ne sera pas la même chose qu'un employeur de la convention collective Syntex-Innov, ou de la métallurgie, par exemple. S'il me dit que c'est pour transmettre l'info à des salariés en usine, ça sera différent. C'est ça aussi le legal design, c'est adapter son langage par rapport à la cible. Et donc, l'accord d'entreprise, et on va garder évidemment l'accord formel parce que c'est celui-ci qui va être transmis vers téléaccord, etc. Donc la procédure formelle. Mais on va mettre en place un accord beaucoup moins formel et beaucoup plus accessible et qui va parler aux gens. Et donc, à ce moment-là, on ne pourra plus dire les gens n'ont pas eu connaissance de ça parce qu'ils ont non seulement eu connaissance, mais en plus, ils l'ont compris. Et vraiment, ça a fait une différence, mais phénoménale en pratique. Et j'ai eu des retours d'un employeur dans le BTP qui m'a dit « Mes salariés, ils ont adoré ». Il m'a dit « Mes salariés, ils ont grave compris, ils l'ont imprimé, ils ont fait leur petit livret, ils l'ont gardé avec eux. Dès qu'ils ont une question, ils viennent voir les RH et tout. » Mais je me dis « Mais c'est génial si on faisait comme ça partout. » Pareil pour le règlement intérieur. Règlement intérieur, bon, évidemment, c'est formel, il y a des clauses obligatoires, on peut rajouter des clauses en fonction de la pratique de l'entreprise, etc. Et c'est pareil, on va prendre un règlement intérieur qu'on va transmettre à l'inspection du travail, etc. Et puis, on va mettre en place un règlement intérieur totalement différent, avec une échelle des sanctions. D'ailleurs, j'avais mis une infographie comme ça, qui a beaucoup été appréciée. C'était une infographie que j'avais inclue dans le règlement intérieur de cette entreprise-là. J'ai mis en place une échelle de sanctions pour voir en fait ce que ça voulait dire. Il suffit pas de mettre des tirets, faute grave, faute lourde, et de ne pas expliquer ce que c'est que la faute lourde, quelle différence entre la faute lourde et la faute grave. Il faut que le salarié comprenne qu'il y a une intention de nuire dans la faute lourde, et ça, il peut pas le percevoir si on lui donne des pavés noir sur blanc, il a pas le temps. Il est dans l'opération. Oui, alors il faut qu'il prenne le code du travail pour comprendre. Oui, non, c'est pas possible. Enfin, et puis même, quand on prend le code du travail, on ne comprend pas forcément, et puis ils n'ont pas les réflexes. Donc vraiment, c'est rendre accessible la documentation de l'entreprise à ses salariés, mais à tous les niveaux de l'entreprise. Ça peut être donc des personnes qui sont salariées dans une usine, mais ça peut aussi être des cadres parce que en fait, on n'a pas le temps de transmettre. Par exemple, si on met en place tout ce qui est registre RGPD et tout. Alors ça, je crois que je l'ai mis en place. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps et je regrette. J'aurais dû déléguer. Mais même quand j'avais fait des devis pour déléguer, ce qui était proposé, c'était pas en termes d'accès. Moi, j'ai toujours pensé accès, en fait. En termes d'accès, je me suis dit, ok, moi, je comprends, je suis juriste, mais mes salariés, il va falloir que je fasse un effort supplémentaire pour aller vulgariser l'info, leur expliquer ce que c'est qu'un registre de traitement pour l'équipe de projet, parce que c'était en gestion de projet. Travailler avec tous les managers et leur dire, toi, tu dois me dire quels sont les registres de traitement de ton côté, qu'est-ce que vous récoltez, Non, là, je me suis dit, c'est une tâche phénoménale. Et en fait, je me dis, si tout le monde faisait ça, si on faisait un effort sur ça, je suis persuadée qu'il y aurait moins de conflits. Parce que l'info passerait beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Et c'est pas que pour des entreprises, c'est aussi pour des assos. Là, j'ai accompagné une asso pour ramener des salariés britanniques en France, et avec toutes les problématiques post-Brexit, visa, comment on fait, les démarches et tout. Donc voilà, j'adore parce que c'est mon dada, je me retrouve dans la mobilité internationale. Tu fais un peu des deux, là. Il faut l'adapter aussi. Absolument. Finalement, c'est du droit au séjour, droit au travail, donc c'est la même chose. Et c'est des salariés britanniques qui ne parlent pas français. Je n'allais pas donner une documentation en français, donc évidemment, je l'ai fait en anglais. Donc j'ai adapté, j'ai expliqué, etc. Et ils sont heureux parce qu'ils se sentent compris. Et je trouve qu'en France, on ne fait pas cet effort-là non plus vers l'autre parce que on est trop dans voilà, je te donne ta documentation, tu signes, ouais, mais ton salarié, il est expat ou alors il est détaché ou peu importe, il parle pas français. Il va aller faire un effort, le pauvre, d'aller faire traduire par quelqu'un. Et si tu lui donnais une documentation dans sa langue,
C'est aussi ça la richesse d'une entreprise, c'est-à-dire que on ne peut pas dire aujourd'hui on a une présence mondiale si on a des Portugais, enfin en tout cas des personnes qui parlent portugais, si on a des personnes qui parlent espagnol, des personnes qui parlent arabe, des personnes qui parlent anglais, dans ce cas-là, voilà, faut adapter aussi son langage si on a des filiales partout. Ça, c'est super important aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai une question un petit peu plus perso, mais tu es une femme entrepreneur dans le monde juridique. Yes. Est-ce que, je suppose que tu as rencontré des défis comme tout le monde, hein, parce que voilà, c'est le lot de tout entrepreneur. C'était quoi tes défis à toi et comment tu les as surmontés? Parce que j'imagine que tu en as eu, je ne sais pas si tu en as eu beaucoup, mais j'imagine que tu en as eu, c'est sûr. Mais clairement. Alors déjà, en tant que femme tout court, quand... je vais donner une anecdote. Vraiment, je devais recruter un poste de DAF pour une entreprise, et parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps, et j'avais dit que j'avais déjà fait du recrutement, et donc, voilà, je leur avais dit qu'il n'y avait pas de souci pour les aider sur ça, donc ils étaient partants. Très bien. Donc, j'ai recruté un poste de DAF, et donc pour passer les entretiens, donc échange de mails, téléphone, les gens sont agréables et tout. Et donc, des DAF, ça veut dire qu'ils ont vraiment minimum 15 ans d'expérience dans tout ce qui est administratif financier. Et on peut tomber sur... Alors, il y a aussi le faciès, hein. Clairement, on va pas se voiler la face. Ça aussi, c'est quelque chose... Quel beau jeu de mots. C'est aussi ça qui fait que, clairement, les gens, parfois, ils sont un peu surpris. Mais j'ai eu quelqu'un en face de moi. Dès que j'ai parlé de tests, genre, je lui explique. Moi, quand je reçois quelqu'un pour un entretien, je lui explique le process de recrutement. Je lui dis, voici ce qu'on va faire aujourd'hui, et je t'explique les prochaines étapes du process. Donc, j'explique à un moment pendant le process que je lui dis, il va y avoir des tests. Tu es DAF, c'est normal qu'il y ait des tests sur tout ce qui est compta, des tests sur des logiciels, etc. Et il me dit, alors là, écoutez ma grande. Déjà, il me prend comme ça. Il me dit, écoutez ma grande, je vous arrête tout de suite, on ne me fait pas tester, moi. J'ai plus de 35 ans d'expérience, je ne vais pas être testée par vous. Donc moi, je reste évidemment diplomate, pédagogue, je lui explique que c'est le process commun à tous les candidats, qu'on ait 5 ans d'expérience ou qu'on ait 35 ans. Et en fait, c'est aussi une manière de nous assurer à travers des critères objectifs, et je lui dis que c'est vraiment à travers des critères objectifs pour pouvoir sélectionner une personne et non pas laisser place au biais et laisser place au feeling, ce qui est très difficile dans le recrutement. Je lui dis là, on vous propose un process qui est objectif, basé sur des critères. Normalement, ça doit vous réjouir. Donc, il me dit non, mais non, ça va pas, non, comme ça. Mais vraiment, on m'a parlé comme ça. Et donc, là, je lui dis, écoutez, je préfère mettre un terme au process. Donc, voilà, je vais prévenir la personne qui recrute. Et voilà. Et ça, c'est en tant que femme, parce qu'on va toujours nous prendre, parce qu'il y a aussi l'agisme quand on est jeune, il y a aussi le fait qu'on soit une femme, mais il y a aussi le fait que je porte un foulard, et clairement, ça, c'est la première chose que les gens vont remarquer. Alors, soit ils vont pas être d'accord et en mode, ils vont me renvoyer à qui je suis, et ils vont pas se baser sur mes propos. Et ça, c'est problématique parce que si je parle, j'ai une posture de juriste, et donc si j'ai le malheur de parler religion au travail, on va me renvoyer à qui je suis et on va pas juger mes propos. J'aimerais qu'on juge mes propos, j'aimerais qu'on discute de la loi, j'aimerais qu'on discute de tout ça avec grand plaisir et avec pédagogie évidemment, mais à chaque fois je vais être renvoyée à qui je suis. Et j'ai un exemple très concret. LinkedIn l'année dernière m'avait demandé alors, je faisais partie du programme créateur et LinkedIn m'avait demandé d'écrire, à l'arrivée du Ramadan, m'avait demandé d'écrire un post sur les droits et devoirs du salarié, de l'employeur, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, surtout des salariés du BTP, etc. Enfin, voilà, vraiment tout bête, tout basique, applicable à tous les jeunes, à toutes les religions qui ont un jeune, Yom Kippour, etc. Et donc, je fais un post, ça s'est très bien passé l'année dernière, je refais le même post cette année. Et là, je me prends, mais un cyberharcèlement et de dingue, jusqu'à presque perdre mon compte LinkedIn. Et c'était d'une violence, c'est-à-dire que j'ai reçu des commentaires haineux, islamophobes, vous êtes nuisible, des choses très violentes et qui n'ont évidemment absolument aucune pertinence, qui n'ont rien à voir avec le juridique. Et dans tous les commentaires, des personnes ont pu commenter, ont pu parler et ont donné leur avis sur comment mettre ça en entreprise, tout ça. Et ils sont restés corrects. Mais il y a eu des personnes qui m'ont renvoyé à qui je suis. Et donc, j'ai reçu de la haine en ligne, vraiment. Et je ne pensais pas qu'un jour, ça pouvait arriver sur LinkedIn. Mais c'est arrivé. Et j'ai failli perdre mon compte LinkedIn parce que j'ai été signalée en masse. Et quand j'étais en train de commenter, de répondre aux gens par commentaire, voilà, parce qu'il y avait des questions, il y avait des DRH qui donnaient leur avis aussi sur des choses qu'ils ont mis en place. Et donc, je recevais des mails. Il semblerait que votre profil soit faux. Il semblerait que votre nom ne soit pas le vôtre. Et en fait, j'ai compris que j'étais en train d'être signalée.
Et donc, les gens commençaient, c'était la panique, les gens commençaient à m'écrire, Loubna, on voit plus ta photo, on voit plus c'est fini, mon compte allait partir, tout ce que j'ai bâti, mon audience que j'ai construit, mes infographies, tout ça, je dis, ça va partir, j'étais pas bien du tout. Bon, heureusement, le support de LinkedIn a pris le relais, m'ont appelé, excusez, on va prendre des mesures nécessaires, désolé. Voilà, c'était une période très difficile parce que je me suis dit, en fait, du jour au lendemain, on peut perdre ce qu'on a construit, en fait, alors qu'on a offensé personne, on a juste parlé droit. Et en fait, et c'est vraiment par rapport à moi en tant que femme musulmane visible parce que j'ai un confrère qui fait de la formation et lui, il a parlé de la même chose. Il a parlé du jeûne, du carême, parce que c'était aussi la période du carême, plus le ramadan qui suivait après. Et il n'a rien eu de tout ça. Et en plus, c'était un homme. Donc, il n'a absolument rien eu de tout ça. Il n'a jamais eu de propos haineux, de propos... voilà. On a plutôt jugé ses propos à lui. Et on ne l'a pas renvoyé qui il est. On lui a pas dit tu es par exemple tu es musulman, tu es juif, tu es chrétien, enfin non, pas du tout parce que c'est une personne lambda qui a écrit voilà. Et ça c'est quelque chose de difficile mais j'ai appris à le surmonter parce que j'ai eu beaucoup de soutien. Et ça, j'ai adoré. Et c'est aussi, vraiment, j'encourage beaucoup de monde à se lancer sur LinkedIn, à créer, à avoir une communauté qui suit ce qu'on fait. Parce que j'ai eu beaucoup de soutien de personnes que je ne connaissais pas, des DRH, des dirigeants que je ne connaissais pas et qui sont venus par message me transmettre leurs amitiés, leur soutien pour me dire vraiment, on est désolé de ce qui s'est passé, on n'est pas comme ça, on pense pas ça, nous on adore ce que tu fais. Et ça, c'était vraiment beau. Je vous dis, c'est ça en fait, c'est ça qui motive, c'est ça qui fait que on va continuer parce que il va y avoir des gens qui vont être haineux, qui vont pas aimer qui on est, mais on peut pas changer qui on est finalement parce que si on veut plaire aux autres, on plaît plus à personne aussi. Faut se plaire déjà à soi-même et aller de l'avant. Et ce qui m'a aidé à tenir, c'est ça, c'est que j'avais un soutien et que les gens qui me suivaient parce que je leur proposais une expertise vulgarisée et parce qu'ils adorent. Et donc, j'ai poursuivi, je me suis dit, j'ai déposé plainte évidemment, et je me suis dit, le prochain qui me fait ça, ça va être pareil. Et puis, on va passer à autre chose, tout simplement. Bon, on arrive à la fin, mais j'ai envie de te demander quel conseil, alors singulier ou pluriel, comme tu veux, tu donnerais aux jeunes professionnels qui ont envie de se différencier un peu sur le marché du travail et puis qui envisagent de devenir juriste ou qui veulent devenir avocat ou indépendant. Enfin, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors aujourd'hui, je pense que pour se différencier, on va revenir à la base. Parce que toutes les infos, on les trouve sur Internet. Notre expertise, elle est facilement trouvable, elle est transposable chez beaucoup de personnes. Moi, je parle pas de concurrence, je parle de complémentarité. Donc, il y a des personnes qui vont être complémentaires, qui vont parler des mêmes sujets que nous. Il n'est pas là, le fond. Le sujet, le focus, il n'est pas là. Le focus, c'est sur sa marque personnelle. Et notre marque personnelle, elle est impossible à transposer. Et en fait, on peut parler, si par exemple demain, toi et moi, Delphine, on parle de la même chose, on a forcément des différences parce que tu as ta propre marque, tu as ton expérience, j'ai la mienne, j'ai mon vécu, mon parcours, tu as le tien. Et c'est ça qui va vous différencier aujourd'hui de tout ce qu'on peut trouver, c'est sa marque personnelle. Mais sa marque personnelle, ce n'est pas juste arriver et dire moi je suis comme ça, j'ai eu un parcours. Non, sa marque personnelle, elle se travaille. Ça veut dire qu'on va s'asseoir, on va se poser, quel est mon positionnement, qui je suis, qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi, qui je suis vraiment, je fais un travail d'introspection, qu'est-ce que je veux transmettre et pourquoi. Et c'est ce why, tout le monde parle du why, et c'est ce why-là qui va en fait guider toute personne qui souhaite avoir une présence en ligne, et rien à voir aussi avec la présence en ligne, tout simplement une présence en entreprise. Il va falloir qu'on s'adapte à nos collègues, il faut qu'on s'adapte à la direction dans laquelle on est, il faut qu'on s'adapte à l'entreprise où on est, à l'environnement de travail. Et donc, s'adapter, c'est avoir un langage qui est vulgarisé, qui est accessible, mais aussi sa marque personnelle. Parce que qu'est-ce qui fait que moi, je vais aller demander l'information à Delphine et pas quelqu'un d'autre? Parce que je sais que Delphine, elle va avoir ses propres mots, parce qu'elle va m'expliquer, elle va prendre le temps, elle est humaine, elle est accessible, avenante. C'est ça, sa marque personnelle. Aujourd'hui, je pense sincèrement que le focus, ce n'est pas tant sur l'expertise, parce que l'expertise, on peut tous l'avoir, mais vraiment, c'est sa marque personnelle. Donc, il faut sa personnalité, en fait. Oui, c'est ça. Absolument. Absolument. Oui. Qu'est-ce qui fait que sa patte, son positionnement, je vais pas parler de niche parce que finalement, il y a des niches de partout, mais c'est vraiment être soi-même, être authentique. Et ça ne se transpose pas.
Ça ne se copie pas, ça ne se vole pas. Et ça se trouve pas sur ChatGPT. Ah non, mais alors là, déjà, oui, l'IA, on pourrait en parler pendant des heures. Elle est super, l'IA, pour automatiser, et surtout dans les fonctions juridiques. Ah oui, il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Mais c'est pas ChatGPT qui va te donner envie d'aller lire le contenu de Delphine. Parce que c'est Delphine, en fait. Et elle a mis du temps à développer cette audience. Elle a mis du temps, par exemple, pour ton podcast. Ça fait quelque temps que tu le fais, tu développes quelque chose. Et c'est important. Et c'est ce qui fait ta marque personnelle. Tout droit, tout simple. Clairement, on le retient. Ça, c'est ta marque personnelle. Tu vois. Donc, vraiment, allez-y à fond, soyez authentique. N'ayez pas peur d'être vous-même, clairement. Parce que les autres sont pris de toute façon. Donc, c'est fini. Écoute, oui, c'est ça. Est-ce que tu veux ajouter, je sais pas, un petit mot de la fin, quelque chose sur l'expérience qu'on vient de vivre toutes les deux, parce que c'était une belle rencontre. On s'est, comme souvent, rencontrés sur LinkedIn, on a échangé, on a eu une longue conversation super intéressante. Et donc, je voulais absolument que tu viennes sur le podcast. Et je te remercie vraiment énormément d'avoir accepté cette invitation. En plus, en première vidéo. Donc, merci beaucoup. Mais je te laisse vraiment le mot de la fin, Lugna, pour tous les auditeurs. Merci beaucoup Delphine. Alors moi j'ai été très contente aussi que tu m'aies contactée. Vraiment en plus on a la même vision du droit qui est pas du tout celle qui est rigide finalement. Et donc j'ai vraiment apprécié nos échanges, j'ai apprécié le podcast et je te souhaite que le podcast explose et se propulse et peut-être vraiment aller plus loin parce que on a besoin de ça et moi ça me fait plaisir de voir que parce que tu fais du contenu, tu crées du contenu, c'est une création et de voir cette créativité là chez des juristes, ça me fait plaisir et il faut qu'on se soutienne en tant que juriste dans cette création en fait. Et aujourd'hui il faut pas du tout se dire que on a des concurrents, il faut faire mieux que l'autre. Non, aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble parce qu'on a des choses à apprendre de tout le monde. Soyons complémentaires, on ne se copie pas, mais on apprend. On travaille ensemble et on fait des merveilles quand on unit nos forces. Et vraiment, c'est mettre plusieurs personnes authentiques sur le même plan et travailler sur le même projet, ça fait des merveilles, vraiment. Donc, il faut changer de mindset et avoir un mindset de je vise l'excellence, mais je vise l'excellence aussi en restant bienveillant avec les autres personnes dans mon domaine, tout simplement. Écoute, c'est un très, très joli mot de la fin. Je te remercie énormément, vraiment. Et puis, écoute, le micro t'est ouvert quand tu veux. Tu reviens quand tu veux sur le podcast ou en vidéo, où tu veux. En tout cas, merci beaucoup. Je suis contente de ton format et franchement, ça me fait trop plaisir. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, évidemment, la porte est ouverte. Si je peux aider à faire quelque chose,